président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé dans la soirée du lundi 29 janvier avec la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, sur la situation générale de la province, à l'instar de la sécurité et des infrastructures. Le détail dans ce journal. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi dans la soirée à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro, le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières André Ouamesso et l'inspecteur général des finances et chef de service Jules Linguetekei s'étaient réunis pour détailler sur le clause du contrat sino-congolais rééquilibré. À suivre également dans cette édition du journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en consultation dans la soirée de lundi 29 janvier 2024 la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, nouvellement élue députée nationale. La situation générale de la province, à l'instar de la sécurité et des infrastructures, était parmi les sujets principaux de cet entretien. Suivez. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka, gouverneur de la province minière du Lualaba, a adressé à l'intention du président de la République un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. La gouverneure se veut prête à servir pour le bien-être du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qui veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Rappelons par ailleurs que le Lualaba, province minière issue du démembrement de l'ex-Katanga, est quasiment la capitale mondiale du cobalt et donc un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. La nouvelle législature à l'Assemblée nationale s'est ouverte le lundi 29 janvier en présence des députés nouvellement élus, une session qui a connu l'installation du bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale durant la précédente législature. C'est en effet une session hautement symbolique en prélude de la validation des mandats. Suivez. Présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, cette plénière avait pour objectif principal d'installer le bureau d'âge composé de l'élu le plus âgé comme président et des 2 députés le moins âgés comme secrétaire assistant de ces derniers. Le bureau provisoire dûment installé aura pour mission de faire valider les pouvoirs des membres de l'Assemblée nationale, faire élaborer et adopter les règlements intérieurs ainsi que faire élire et installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ainsi, Christophe Mbosso Nkodia, doyen de la Chambre basse du Parlement, sera assisté par Serge Bahati et Agé Matembo, tous 2 secrétaires. A noter que cette session inaugurale a débuté avec l'appel nominal de 477 députés nationaux nouvellement élus avec plus de 300 nouveaux visages. Les députés nationaux sont élus pour un mandat de 5 ans qui débute à la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée.
Tout autre chose à présent, lors d'une conférence de presse tenue le lundi dans la soirée à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizaro, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières André Wamesso et l'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alingué-Tekei s'étaient réunis pour détailler sur le clause du contrat sino-congolais rééquilibré. Fulgence Milaï et Joe Manana pour le reportage. Pour Jules Alingué, il était question, au dépassé à peine fin, c'est qu'a été la ligne de conduite après les conclusions du rapport de l'inspection générale des finances qui a abouti au rééquilibrage des contrats sino-congolais et dits contrats chinois. Il a signifié qu'ils ont pu obtenir de cette révisitation, notamment un relèvement de part des copropriétés de l'État pour la gestion de certaines infrastructures, entre autres, les barrages hydroélectriques de Boussanga, mais aussi d'autres avantages. Tout est parti d'un contrôle des routines de l'inspection générale des finances, contrôle portant sur la validité et la régularité des exonérations accordées aux opérateurs économiques. Quand le gouvernement accorde les exonérations, on a principalement comme contrepartie des exonérations la création d'emplois. Et il va s'en suivre que les infrastructures n'étaient pas à la hauteur et nous avions décidé de faire rapport à la haute hiérarchie sur cette situation des projets SICOMIN. Il a été décidé qu'on procède à l'évaluation de la convention 15 ans après sa mise en œuvre. Premièrement, il y a eu un déséquilibre dans la répartition des gains financiers provenant du projet. Deuxièmement, il y a eu un très faible niveau de financement des infrastructures. Et enfin, les rapports d'évaluation ont relevé un cas des barrages hydroélectriques de Boussanga, construit au Katanga, qui produit de l'électricité vendue au secteur minier. Les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, en charge des questions économiques et financières, s'est apaisanti sur les différents avantages obtenus par la RDC dans ce rééquilibrage du contrat chinois. Le dossier TFM, c'est environ 2,3 milliards qui reviennent dans l'escarcelle de la République démocratique du Congo. Pour le projet, ou bien pas le projet, mais le contentieux avec Ventura, qui n'a pas encore fini, on parle de 2 milliards. Et sur ce projet SICOMIN, nous sommes à une augmentation, parce que les 7 milliards c'est l'enveloppe globale, mais l'augmentation qu'a pu engranger cette commission, c'est 5,8 milliards. Donc si vous faites le calcul de tout ça, c'est environ 10 milliards de dollars qui vont être d'une manière ou d'une autre réinjectés dans l'économie congolaise hors budget de l'État. À titre de rappel, les gouvernements congolais et les groupements des entreprises chinoises ont réussi à signer le 19 janvier 2024 un mémorandum d'attente mettant fin aux négociations du contrat chinois revu. Au cours de cette même conférence de presse, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingué-Tekei, pour sa part, est revenu avec détails sur les acquis de la République démocratique du Congo après la révision de ces contrats sino-congolais qui doivent bénéficier de manière équitable à toutes les parties prenantes. Écoutez. Fait état de 822 millions de dollars des infrastructures financées sur des prévisions de 3 milliards. Et c'est là pour 15 ans d'exécution de la convention. Et sur les 822 millions, nous avions relevé des faits flagrants de surfacturation qui, selon les rapports des experts qui ont été requis à la matière, pouvaient ramener le niveau réel des infrastructures financées autour de 400 millions de dollars. Les 822 millions des infrastructures financées ont porté des intérêts qui nous amènent à 1,2 milliard de consommation en termes d'infrastructures. Donc 822 infrastructures et des intérêts 300 et quelques, nous sommes arrivés à 1,2 milliard. C'est ce qui fait que quand nous parlons de 7 milliards, il faut tout d'abord enlever les 1,2 milliard consommés par le passé dans toutes ces bêtises. Et nous gardons aujourd'hui 5,8 milliards pour les infrastructures à venir.
Restons toujours dans ces chapitres axés sur les retombées du rééquilibrage du contrat chinois. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, a exprimé son satisfait pour cette révisitation, en ce sens que le budget alloué à son secteur a doublé, cela dans le but notamment de lancer d'autres grands travaux et de désenclaver plusieurs territoires du pays. On l'écoute. Particulièrement en ce qui concerne les aspects liés aux infrastructures. Ce contrat ou cette convention de collaboration avait défini un montant d'investissement en infrastructure d'à peu près 3 milliards. Je suis heureux de vous informer qu'effectivement, les 7 milliards dont vous avez entendu parler, que le chef de l'État a annoncé lors de son discours d'investiture, c'est effectivement ce que nous avons pu obtenir. Nous sommes passés effectivement de 3 milliards en infrastructure, en investissement en infrastructure, à 7 milliards. Ce qui veut dire qu'on a plus que doublé le montant alloué aux infrastructures. Et chose importante qu'il faut encore souligner, c'est que le rythme de consommation de ces investissements, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui en 2023, ça fait, depuis 2008 je voulais dire, jusqu'aujourd'hui en 2023, 15 ans se sont écoulés et le constat fait c'est que nous avons alloué aux infrastructures à peu près 822 millions de dollars. Et ces 822 millions de dollars, si vous faites un calcul à un taux annuel, ça revient à 26 millions. Nous avons obtenu, au travers de ces négociations, de ce rééquilibrage, que le montant annuel, au lieu qu'il soit de 26 millions de dollars, comme je le disais tout à l'heure, il est passé de 26 millions à 324 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'on multiplie plus de 10 fois. Les réactions fusent de toutes parts après la renégociation du contrat sino-congolais. Désormais, la République démocratique du Congo recevra, selon une des résolutions contenues dans ces contrats revus, 1,2% du chiffre d'affaires annuel de la 6 communes au titre des royalties. L'opinion insiste de ces faits sur un suivi rigoureux à propos de gains devant revenir à la République démocratique du Congo. On écoute à ces sujets quelques points de vue émis ce mardi 30 janvier au micro de Philo Chiloba et Célé Chamala. L'État congolais n'a pas eu à bénéficier, surtout la population congolaise n'a pas eu à bénéficier de cet accord. La Chine a eu à bénéficier sur 100%, puisqu'on voyait, quand ils creusaient, ils prenaient des minéraux, on se disait que c'est des minéraux, ils les prenaient sans contrôle, ils les faisaient sortir dans notre pays sans contrôle. Nous, en retour, moi je pense qu'on n'a eu à rien bénéficier là-dessus. Nous n'avons pas bénéficié de cet accord-là. Si le gouvernement trouve nécessaire, juge bon qu'on puisse une fois de plus signer ces partenariats, je pense que l'État doit avoir une même mise là-dessus. Comme nous avons dit à l'inspecteur général Gilles Alingueti, on doit mettre des personnes responsables qui ne pensent pas à eux-mêmes, mais qui doivent penser à la population, surtout cela. Et ils doivent aussi penser à l'avenir du pays parce que l'avenir du pays dépend des accords que nous signons. Et ces accords-là, s'ils ne sont pas en faveur de notre pays, nous, on n'est pas bénéficiaires de cela. Donc la Chine avait bénéficié autrefois. Nous aussi, nous devons avoir bénéfice de ces accords-là. Ils doivent être comme des Turcs. Ils sont sincères dans leur partenariat. Vous nous donnez, nous aussi nous donnons. Donc, ils doivent être sincères envers nous. Ils ne doivent pas faire des choses comme ils ont fait auparavant. Ces partenaires doivent être gagnants-gagnants. Soit 50% pour la Chine, soit 50% pour nous. Concernant ce contrat-là, l'autre fois, ça n'a pas été respecté. Et je ne pense pas, je ne trouve pas quelque chose à laquelle on a suspendu. Donc il y a eu un peu de malice à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, ça doit être gagnant-gagnant. Et ce qu'on a trouvé parmi ces gens-là, ils ne sont pas vraiment honnêtes. Ils travaillent pour leurs intérêts. Et nous restons pauvres.
Dans un autre chapitre, 28 439 $ américains, c'est le prix de la tonne du cobalt sur le marché international à la semaine du 29 janvier au 3 février 2024. Ce minerai stratégique dont la transition énergétique a enregistré une baisse de prix des 0,02% comparé à la semaine précédente. L'information tirée du communiqué de la Commission nationale de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur. Le même document renseigne en parallèle de la hausse de prix d'autres produits miniers marchands tels que le cuivre, les tantales et autres. Les prix des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux ne sont pas restés les mêmes comparés à la dernière semaine. Les tendances s'affichent soit à la baisse pour certains, soit à la hausse pour d'autres. Dans cette courbe baissière des prix, s'aligne l'un des métaux prestigieux dans la fabrication des batteries électriques, les cobalt. Ce dernier a enregistré sur les marchés internationaux une baisse de 0,02%, établissant ainsi les prix de la tonne à 28 439 $ à la semaine du 29 janvier au 3 février de l'année courante. Une semaine plus tôt, les prix de ces produits miniers de la République démocratique du Congo s'est négocié à 28 445 $ américains. Le zinc, l'or et l'argent suivent cette courbe des prix en se négociant respectivement à 2479,25 $ américains contre 2504,95 $, soit un recul de 1,03% la tonne pour les zinc, 65,56 $ américains contre 65,87 $ américains, soit une baisse de 0,61% au les grammes pour l'or, et 0,74 $ contre 0,75 $, soit une baisse de moins 1,33% les grammes pour l'argent. Par ailleurs, les cuivres, le thon et les tantales ont acquisé une flambée de prix sur les marchés internationaux, à en croire les documents de la structure du ministère du Commerce extérieur. En hausse de 0,22%, les prix de la tonne du cuivre se retrouvent à 8 291 $ et contre 8 273 $ la semaine d'avant. L'étain a grimpé de 4,29%, soit de 24 550 $ américains à 25 602 $ américains. Pour sa part, et les prix du gramme du tantal s'est noté à 219 $ contre 216 $ américains, équivalent à une progression de 1,76%. Autre chose à signaler dans ces journaux, dans le cadre de la mission sécuritaire de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, les troupes tanzaniennes viennent de se déployer dans la province du Nord Kivu pour compléter l'effectif déjà sur le terrain. Les troupes de la SADC ont un mandat offensif contre les forces négatives dans la partie est de la RDC, dont les territoires du M23, les terroristes du M23 qui bénéficient du soutien de l'armée rwandaise. Images et commentaires. Ces troupes de la SADC, avec mandat offensif, occuperont les positions laissées par la force régionale de l'EAC sur décision du gouvernement pour complaisante avec les terroristes dans les localités occupées et passivité. Cette force régionale vient remplacer celle de la communauté d'Afrique de l'Est EAC avec mandat offensif, a déclaré le lieutenant-colonel Guillaume Njeke, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour sa part, le général de division sud-africain Monwabisi, chef de la force de la SADC, a dans son mot d'accueil rappelé aux troupes leur objectif, qui est celui de combattre l'ennemi qui est le M23 et non de faire de patrouille en ville, non plus de se familiariser avec les Congolais. Pour rappel, les déploiements de troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo avaient été approuvés lors de son 43e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement à Luanda en Angola. Cette force sera constituée de troupes suivantes: Malawi, Afrique du Sud et la Tanzanie. Les 89 derniers militaires du contingent kenyan de la force régionale de la EAC avaient quitté le sol congolais le jeudi 21 décembre par Goma. En République démocratique du Congo, le 30 janvier marque la célébration de la journée nationale de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil. La RDC enregistre un grand nombre de patients atteints et la ville de Kinshasa n'est pas non plus épargnée. Alors que sa prise en charge est gratuite, beaucoup d'Équinois affirment ne connaître que vaguement cette maladie. Suivez. Transmise à l'homme par la piqûre de la mouche tsetse,
La maladie du sommeil demeure un impuni problème de santé publique en RDC. Si les dépistages actifs et la prise en charge de cette maladie sont assurés gratuitement par les programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNLTHA, sur financement du gouvernement congolais et de ses partenaires, au sein de l'opinion quinoise, nombreux ignorent, voire ne connaissent que très peu la maladie du sommeil. D'où l'appel lancé aux autorités compétentes afin d'intensifier la campagne de vulgarisation. Maladie du sommeil, je sais que cette maladie se vit dans les quartiers périphériques de la ville de Kinshasa, où l'on signale la présence de la mouche tsetse. Et donc, nous demandons à nos autorités d'intensifier la campagne de dépistage actif pour sauver le plus de vies humaines, car nombreux meurent de la maladie du sommeil. Ça les savoir que n'est pas malaria mais or que eza maladie du sommeil wanandi mutezo sala bongo. Je suis d'avis qu'il faut intensifier la campagne de vulgarisation car beaucoup n'ont qu'une faible connaissance de la maladie du sommeil. Certains en souffrent et ne sont pas bien pris en charge car ils ne connaissent pas très bien cette maladie. Ici est de noter que la RDC, via le PNLTHA, s'est fixé comme objectif d'éradiquer la maladie du sommeil comme problème de santé publique sur son territoire d'ici 2030. Bien que le nombre total de cas de la maladie du sommeil ait fortement diminué au cours des dernières décennies, le chemin à parcourir demeure encore long car à ce jour, certains cas de trypanosomiase ne sont pas pris en charge par les programmes. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce mardi dans la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre « La RDC salue la réévaluation du contrat chinois ». Le confrère indique que rééquilibrage du contrat chinois, chiffres clés, autres avantages obtenus par la RDC et désenclavement, c'est le thème d'un briefing presse tenu ce lundi 29 janvier 2024 à Kinshasa. Ceci parce que, grâce à la renégociation de la convention signée en avril 2008 entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine visant les infrastructures contre les mines, la RDC a réussi à obtenir une enveloppe de 7 milliards de dollars en raison de 624 millions de dollars que la société Sicomine est appelée à verser chaque année à la RDC. Pour ces faire, 4 intervenants étaient alignés pour la circonstance, en l'occurrence le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction Alexis Guissaro, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, André Ouamesso et logiquement le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe à la modération. Tout juste après son mot d'introduction, le porte-parole du gouvernement a rappelé les points saillants de la dernière réunion du Conseil des ministres avant de situer le contexte du thème choisi pour le briefing du jour. À propos, il a informé que la RDC est parvenue à engranger une bagatelle somme de 7 milliards de dollars grâce à la renégociation du contrat chinois. Cette enveloppe sera essentiellement consacrée à la construction des infrastructures, notamment routières, dans le cadre du PDL 145 territoires. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titrera pour sa part « Les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale installés ». Les bureaux provisoires de l'Assemblée nationale a été installé hier lors de la plénière inaugurale de cette 4e législature. Christophe Mosso a été désigné président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Il sera secondé par Serge Bahati, 28 ans, et Agé Matembo, 27 ans. Le journal indique que l'installation de ces bureaux provisoires a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvoulou. Avant cette étape, il y a eu l'appel nominal des députés nouvellement élus. Selon le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, la constitution de 26 commissions chargées d'examiner les dossiers des députés élus transmis par la Commission électorale nationale indépendante, la validation de leur mandat et l'élaboration du règlement d'ordre intérieur à soumettre pour conformité à la Cour constitutionnelle constituent les tâches prioritaires auxquelles va s'atteler
dès ce mardi 30 janvier les bureaux provisoires. Ce bureau est chargé d'une triple mission que voici: la validation du pouvoir des membres de l'Assemblée nationale, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, élection et installation du bureau définitif. L'Assemblée nationale a, au cours de la session extraordinaire convoquée pour l'installation du bureau d'âge, au total 71% des députés nationaux issus des élections de décembre 2023 ont été élus nouvellement contre 29% d'anciens, a indiqué hier le secrétaire général à l'Assemblée nationale au cours de la session extraordinaire convoquée pour l'installation du bureau d'âge. La configuration actuelle se présente de la manière suivante. Pour les 500 membres qui sont appelés à la composer, 477 membres ont été élus. Sur ces 477, 337 membres sont des nouveaux élus, soit un taux de renouvellement de 71%. 140 membres sont réélus, soit 29%, a déclaré Jean Ngouvoulou, secrétaire général à l'Assemblée nationale. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de cette journée, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé dans la soirée du lundi 29 janvier avec la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, sur la situation générale de la province, à l'instar de la sécurité et des infrastructures. Le détail, vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi dans la soirée à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alexis Guizarro, les directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières André Ouamesso et l'inspecteur général des finances et chef de service Jules Alingueteke s'étaient réunis pour détailler sur le clause du contrat sino-congolais rééquilibré. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.